forcément le signe d'une œuvre peinte existante, coexistante ou préexistante. Voilà, quelques points de questionnement, en tout cas une perspective que j'évoquais avec vous tout à l'heure en aparté, qui est, à mon avis, grâce à l'immense fonds que vous avez accepté de donner au musée de Port-Royal, un travail d'informatisation, de numérisation, de mise à jour et peut-être de réinterrogation ponctuelle de cette somme de travail absolument magnifique. La postérité littéraire, cette fois-ci de Champaigne, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, je pense, puisque depuis 1976, on a eu plusieurs ouvrages effectivement sur Philippe de Champaigne, mais je pense qu'une fois de plus, rien, ou presque rien, ne remplacera l'abondant travail de 1976. Une biographie qui sort absolument du lot qu'il faut signaler, c'est celle de Louis Marin, Philippe de Champaigne et La présence cachée, publiée à titre posthume, mais qui est, alors ce regard très différent, qui n'est pas ce regard de l'historien d'art, mais ce regard du philosophe ou du philologue, qui interroge non seulement Champaigne, mais également Port-Royal, dans un regard croisé qui n'est pas si éloigné de celui de Bernard Dorival, en tout cas, et c'est ce qu'on sent bien dans le livre de 95, sur un travail qui est, lui, non plus en prise avec la science classique de Bernard Dorival, mais plutôt sous l'influence des travaux de Kantorowicz, notamment sur ce balancement permanent de la représentation et du subliminal ou du sublime derrière la représentation. Une mention particulière pour un ouvrage qui a été publié également en 95. Je pense que c'était probablement une des retombées ou une des conséquences de l'exposition de Philippe Lelézour, c'est le livre de José Gonçalves, sur lequel je voudrais revenir très rapidement, parce que c'est un livre très ambigu. José Gonçalves n'est pas un historien d'art, c'est un franc-tireur. Alors c'est un peintre, et il a les avantages et les qualités de ce statut, c'est-à-dire qu'il a un œil absolument incroyable, et une série d'hypothèses, parfois farfelues, mais souvent stimulantes. Certaines sont sans fondement, et les remises en cause qu'il propose sont parfois un peu bizarroïdes. Certaines, au contraire, sont absolument géniales. Par exemple, vous parliez, Thérèse, du Saint-Cyran du musée qui est toujours refusé à Philippe de Champaigne. Le premier à voir que ce tableau comporte des repentirs, c'est José Gonçalves. Pour pouvoir dire qu'une copie ne comporte pas de repentir, ou alors le copiste est vraiment franchement mauvais. Et donc, une interrogation qui part d'un regard technique, qui consiste à dire, est-ce que ce tableau n'est pas plutôt la version 0 ou la version 1 du portrait commandé par les gens de Port-Royal à Philippe de Champaigne, juste après la mort de l'abbé, à partir du Masque de cire. Oui, et qu'on considère comme celui de Grenoble. Alors, peut-être qu'un jour, on arrivera à faire changer les avis des historiens d'art, et peu importe. Alors, je voudrais vous donner un autre exemple, parce que je l'ai un petit peu... par hasard, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait conforter ce que c'est qu'Éric Gonçalves, pour vous montrer combien son travail est stimulant. Voici Le Bon Pasteur qui est conservé ici au musée de Port-Royal. Bernard Dorival a considéré dans son catalogue que la bonne version, si tant est qu'il y a une bonne version, moi je n'y crois pas forcément, serait celle ici, celle qui se trouve ici au musée de Port-Royal, et que la version conservée au musée de Tours serait une réplique d'une version initiale. Philippe Lelézour dit le contraire, et estime que finalement c'est peut-être la version de Tours qui serait la bonne. Alors oui, maintenant qu'il est à Tours, forcément. Ah, il ne l'est plus, il ne l'est plus. Alors, à la décharge de Philippe Lelézour, la version de Port-Royal Dijon est une version qui a été monstrueusement restaurée. Il faudrait la dérestaurer. Le traitement des bleus de l'habit est une véritable catastrophe. Sauf que restaurer un Champaigne est une aventure dans laquelle je ne m'aventurerai pas, ne serait-ce que pour éviter d'avoir certains collègues désagréables du Louvre venir me dire ce que j'ai à faire sur ma restauration. Donc déjà, une œuvre affadie dans sa connaissance, à mon avis, le problème n'est pas là. Je vous présente le troisième Bon Pasteur. Bon Pasteur qui est donné et qui passe pour être un Jean-Baptiste de Champaigne, je crois même d'ailleurs y compris dans le travail de Bernard Dorival sur Jean-Baptiste. Je vous le présente ici et je vous le présente, alors le numéro Dorival, 1675 bis, c'est-à-dire qu'il est annexé à la version de Tours,
Et je vous ai mis à côté, en légende, le nom de Nicolas Duchesne, qui est un peintre beaucoup plus ancien, précédant bien de plusieurs décennies Philippe de Champaigne, et c'est une proposition faite par José Gonçalves. En disant, après tout, on est face à un tableau fortement archaïsant. Le cadrage serré évoque un panneau latéral de triptyque, et on pourrait être sur une œuvre du début de la réforme catholique, parisienne ou provinciale. Et puis, par hasard, sur un autre travail que je mène actuellement pour un projet d'exposition ici, voici ce que je trouve. Bruegel l'Ancien, le Bon Pasteur. Ce qui tendrait peut-être à faire supposer que l'iconographie, enfin, qui prouve déjà que l'iconographie du Bon Pasteur retenue par Champaigne n'est pas une iconographie totalement originale. On n'est pas surpris de la part de Philippe de Champaigne de trouver des sources gravées flamandes ou hollandaises, mais on peut également supposer que le succès des planches, notamment de Bruegel, peut justifier la circulation d'un modèle que d'autres artistes, avant lui et son atelier, auraient pu utiliser. Je n'en conclus pas pour autant, avec José Gonçalves, que le Bon Pasteur de Lille ne serait pas de l'atelier des Champagnes, mais c'est pour vous donner par une illustration simple un sentiment, une sensation que finalement, dans la méthode, il y a sans doute des choses à tirer pour réussir à y voir toujours un petit peu plus clair sur cette production. Voilà. Je ne parlerai pas du livre de Lorenzo Pericolo, hein, qui a eu cette critique absolument saignante dans une revue d'histoire de l'art, qui disait que c'est un livre magnifiquement illustré et que c'est le seul compliment qu'on puisse lui donner. Voilà. Et je terminerai, et ce serait ma manière de conclusion, sur l'apport absolument fondamental du travail de Bernard Dorival. Alors, ça n'est pas moi qui vais conclure. Thérèse, vous ne m'en voudrez pas. Ça sera la conclusion de Jacques Tuillier. Ah mais j'aime bien Jacques. Et justement, non mais vous allez dire que je prends Jacques Tuillier, voilà, je me cache derrière Jacques Tuillier. Alors, je me cache derrière Jacques Tuillier et j'ai trouvé un jugement de Jacques Tuillier qui ne parle pas de Dorival mais qui va nous y ramener. Jacques Tuillier, lorsque Alain Méraud a sorti son livre sur la peinture française au XVIIe siècle, a rendu un hommage absolument magnifique à Alain Méraud. Et il a écrit ceci, alors je vous livre, hein, c'est donc Jacques Tuillier qui parle. Faire le tableau de la peinture française du début du règne d'Henri IV à la fin du règne de Louis XIV pouvait être, au début du siècle, donc du siècle précédent, hein, au début du XXe, une tâche agréable. Une vingtaine de noms suffisaient et quelques dates qu'on pouvait aligner sans se soucier d'aller vérifier leur exactitude dans les archives. Voilà. Donc là, ça c'est la peinture de l'état de la connaissance sur la peinture XVIIe au début du XXe. Et puis Jacques Tuillier, dans la même critique, poursuit en disant, alors c'est là où ça m'intéresse, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les historiens d'art se trouvent tout d'un coup prisonniers dans une forme d'analyse quasi dialectique. Et alors je cite à nouveau Tuillier. L'histoire de l'art du XVIIe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'affrontement entre un art monarchique et catholique, avant tout soucieux d'assujettir les masses, on sent le crypto-marxisme, hein, et qui avait opté pour la grande rhétorique du baroque, élaborée par la cour papale de la contre-réforme, c'est d'un côté, et d'un autre côté, d'autre part, un art bourgeois, janséniste, lorsqu'il n'était pas protestant, soucieux de rejeter ce lyrisme aveugle et d'introduire partout la réflexion et la mesure qui étaient à la source de son pouvoir naissant, soit ce qu'on appelait le classicisme français. La dialectique de l'histoire de l'art, au moment où Bernard Dorival écrit et achève son travail sur Champaigne, c'est donc ce vieil antagonisme du baroque et du classique, antagonisme porté notamment par Victor Louis Tapier en 1957, dans le livre du même titre, antagonisme qui, au moins en histoire de l'art, s'est écroulé purement et simplement assez peu d'années après, puisque aujourd'hui on ne parle absolument plus de cet antagonisme. Et c'est là où finalement Tuillier rend hommage au travail de Bernard Dorival,
Ce qui a permis de sortir de cette dichotomie baroque et classicisme, c'est peut-être la masse des études fondées sur les archives, les grandes expositions monographiques, Poussin, Lebrun, Latour, Le Nain, La Hire, et des monographies quasi exhaustives, dont Champaigne, et c'est moi qui ajoute, constitue l'un des premiers grands exemples dans l'histoire de l'art. Je vous remercie.